Écoutez, bonjour à toutes et à tous. Ravie de vous accueillir dans ce webinaire RSE et IA Nouvelles Perspectives. Je suis Anna Semedo, je suis la responsable du cycle IA de l'Institut G9+, et je suis experte en stratégie IA durable et je dirige IA l'Expansion qui accompagne les organisations sur ces sujets de transformation et stratégie IA durable. J'ai le plaisir d'être ici accompagnée de Hugues Bersini, qui est professeur à l'Université libre de Bruxelles et directeur de son département, de son laboratoire IA, ainsi que de Pierre Monger, qui est directeur de programme au Hub France IA. Ce qu'on va vous présenter ce soir est un complément du rapport Green AI, AI for Green, que vous avez certainement pu lire en 2024. Alors, ce travail est le résultat d'un partenariat stratégique entre donc, le Collège des directeurs développement durable, le CIGREF, qui est également, je ne sais pas si c'est un collège, une association de directeurs du numérique, le Hub Francia, Pierre interviendra tout à l'heure, il nous en dira peut-être deux mots, l'Institut G9+, qui regroupe des alumni d'une vingtaine d'écoles d'ingénieurs, de management et d'universités, et Planète Techer, qui est une initiative de Numéum, qui regroupe des entreprises engagées pour un numérique innovant et pour l'environnement. Donc, ce partenariat stratégique vise à donner sur ce sujet une approche globale et une diversité des voix. Et je pense pour cette raison, le webinaire, ce webinaire a eu le label du AI Action Summit, ce qui montre l'importance du sujet. Alors, avant d'avancer, l'IA, aujourd'hui, je pense qu'on est à peu près tous convaincus que c'est un projet de société. Et la question, c'est est-ce que c'est une nouvelle frontière humaine? En effet, l'humain a bâti sa relation au monde sur la supériorité de son intelligence. Et aujourd'hui, la question qui nous tourmente, c'est et si l'intelligence numérique l'a dépassée? Du coup, cette course actuelle de l'IA, encore cette semaine, on a eu des événements qui à la fois nous dynamisent et en même temps nous inquiètent. Et ce d'autant plus que face à l'IA et à cette IA, cette intelligence numérique qui va peut-être dépasser la nôtre, on a peu de repères historiques, on a peu de philosophes, de sociologues, de politiques, de stratèges pour éclairer notre action. Et donc, on est dans le comment comprendre et agir collectivement. Surtout parce que je pense qu'on a envie tous, et au moins nous ici présents, plus ici, de se dire comment transformer cette révolution technologique en un levier de progrès durable. Mais on est face à l'autre dilemme, qui est ce qu'on a fait déjà depuis l'Internet de l'an 2000 et jusqu'à maintenant. Est-ce qu'on va confier les clés de notre vivre ensemble à des dominants technologiques? Donc, ce n'est pas le sujet qu'on va aborder, mais gardez-le en tête parce que je pense qu'il nous aidera à certains moments. Donc, qu'est-ce qu'on va voir ici? Déjà, le rapport, il a exploré des thèmes clés autour de la RSE et de l'IA liés aux organisations et à l'innovation. Ce sujet, déjà par nature, il est pluridisciplinaire et il va évoquer d'autres pluridisciplinarités. Il pose aussi des questions de temporalité, du court terme, moyen terme, long terme, et du cadencement, peut-être imposé par des majors et face au temps des organisations. Par son nom et par ce qu'on en attend, il y a aussi le sujet de l'éthique et de l'environnement. Là, ce soir, ce qu'on va voir, c'est RSE et IA, pourquoi se parler, quels défis et où en sommes-nous, et est-ce qu'on peut aller vers des modèles durables?
Le parti pris, c'est une RSE proactive face aux défis de l'IA pour une intégration plus stratégique de la RSE dans les projets IA afin d'aligner innovation et durabilité. Alors, qui avons-nous interviewé? On a une pizza ou un camembert parfait. J'ai rarement eu ça, mais là, vous voyez, on a le secteur de la construction, l'aéronautique, les télécoms, la banque, la fintech, les services numériques, l'assurance, l'industrie pharmaceutique, l'audit et le conseil. Par rapport à la taille des entreprises, également des parts un peu plus grandes, mais toujours une répartition parfaite. On n'a pas de petites entreprises, on a des entreprises de 1000 à 10 000, 10 000 à 100 000 et plus de 100 000. Et ici, vous avez les entreprises qui ont participé donc aux interviews, qui étaient des interviews assez poussées. Avec, on a eu 2 membres du COMEX, on a eu 4 directeurs et directrices RSE, une directrice RSE de filiale, 2 experts RSE et un directeur data. Alors, si vous avez pu compter les sociétés ici, vous allez voir, donc vous avez vu qu'on a 9 interviewés. Notre but, comme on arrivait en complément du rapport Green AI, AI for Green, où là, on avait interviewé 70 professionnels, on s'était donné à peu près 20, et là, on a 9. 9, c'est un chiffre modeste, mais en fait, c'est un chiffre qui parle en soi, parce que malgré tout le groupe que je vous ai présenté, le partenariat avec tous ces collectifs, on n'a pas réussi à avoir plus que 9. Après, bon, on a fait les efforts qu'on a fait, mais ce n'est pas venu naturellement. Alors que Green AI et AI for Green, c'est venu naturellement et c'est nous qui avons résisté à ne pas en prendre plus. Je remercie ici la Fédération française de services de conseil numérique parce qu'en animant une matinée de sobriété numérique avec eux, on a vu que les sujets se recoupaient. Et du coup, aussi, ça a contribué à ce qu'on se dise non, il faut qu'on publie ce rapport parce que 9 est déjà parlant. 9 parce que la RSE est encore peu impliquée dans l'IA. 9 parce que l'urgence technologique laisse la RSE à quai. 9 parce que la RSE, consciente des risques éthiques et environnementaux de l'IA, adopterait une posture prudente. 9 parce que la RSE manque d'outils nécessaires pour des mesures précises. Et 9 parce que les données sont encore mal structurées et leur accès est incertain. Mais alors, est-ce que l'IA doit rester le monopole des experts technologiques? Qu'en pensez-vous? Évidemment, il y a des inquiétudes. Dans cette présentation, mais également dans le rapport, vous allez voir beaucoup de verbatim. Et là encore, c'est un parti pris de donner la voix aux interviewés. Et ici, quelque chose qui m'a, moi, le plus marqué, c'est par rapport aux inquiétudes. On a l'impression d'être la poule devant le couteau. Bon, vous allez voir, hein, la RSE, elle a beaucoup de choses très intéressantes à nous dire sur l'IA. Mais voilà, on est d'abord dans la défiance plutôt que la confiance. Ma crainte est qu'on fasse exploser l'empreinte CO2, la biodiversité, l'eau par le développement massif de l'IA. Je suis moins inquiète sur l'éthique, même si les conséquences sur la santé, les armes, ça me pose un problème. Le numérique, donc l'empreinte du numérique au même niveau que les transports, ça m'angoisse. Et puis des questions de plus de la société, donc le problème de la dérive démocratique. L'IA est un formidable accélérateur, mais l'IA pour tuer. Je vois des dangers avec la démocratisation et la popularisation des modèles. Et voilà, on a des sujets de différents ordres. Et en même temps, on voit l'IA a besoin de la RSE et la RSE a besoin de l'IA. Et ça, on a pu le voir à différents niveaux. Donc l'IA a besoin de la RSE. Il faudrait la RSE et l'IA ensemble. L'IA pose des questions d'équité, d'explicabilité, de responsabilité par rapport à l'utilisateur. La RSE doit être impliquée pour les aborder. Cependant,
Là, on a quelqu'un d'autre, mais ça aurait pu être la même société qui dit je m'occupe de l'environnement, le social c'est les RH et l'éthique c'est le juridique. On n'est pas prêt, on gratouille. J'ai plutôt le sentiment d'un effet de substitution, développeur, centre d'appel, les sujets RH, business, ce n'est pas moi. Donc on voit vraiment le monde siloté des organisations qui se retrouvent ici, en plus avec une IA qui est encore beaucoup trop peut-être vue comme un outil et dans les meilleurs cas, une technologie. L'éthique des données, on n'est pas impliqué. Je n'ai pas de visibilité sur les projets IA en cours, ni comment ils pourraient impacter des données. Donc l'IA a besoin de la RSE et la RSE aussi a besoin de l'IA. Elle a besoin de l'IA, par exemple, pour la décarbonation. L'IA pourrait aider pour les analyses de cycle de vie. L'IA va nous aider à piloter la courbe de décarbonation. Notre facture d'énergie, c'est 1 milliard d'euros. L'IA peut aider. Elle peut aider aussi par rapport au business model, aux données. La courbe de décarbonation, elle est venue assez souvent. Donc, comment relier la courbe de décarbonation aux actions concrètes? Comment créer des business models durables avec un marketing responsable? Où on a beaucoup de données non structurées. L'IA va permettre le lien data structuré, non structuré. Donc, il y a pas mal vous verrez dans le rapport, de points sur ces aspects-là. De l'IA a besoin de la RSE et la RSE a besoin de l'IA. Pardonnez-moi. Dans la CSRD, donc la directive européenne qui est actuellement déjà en vigueur pour les entreprises interviewées, est-ce qu'il s'agit d'une opportunité du coup qui pourrait contribuer aussi à ça? Il y a plusieurs acteurs interviewés qui la voient comme un facteur d'accélération, une opportunité de transformation géniale pour les équipes RSE, mais il faut donner du sens. Et il y a la question de la préparation par rapport à cette arrivée de la CSRD. CSRD, qui est responsable? On travaille sur le référentiel CSRD. Demain, la CSRD va nous demander la justification des actions. On n'a pas un outil tout fait. Je vous rappelle que la CSRD, elle est auditable. Les rapports sont auditables. Donc, il faut pouvoir justifier des actions comme pour les aspects financiers. Ici, on est dans l'extra-financier. Nos fournisseurs, on les sollicite sur les datas. Il faudrait créer des collectifs, créer des bases en open source accessibles à tous, puisque là, on doit intégrer donc les données sur tout le cycle. Donc la CSRD, c'est aussi un défi de gouvernance et de qualité des données. La donnée, c'est un travail gigantesque. La CSRD, on est au début, on a 1778 indicateurs, dont 70% non structurés. Ça me rappelle une mission de conseil que j'avais fait sur ces sujets-là. J'ai vu aussi une société qui reçoit des filiales, des reportings en Word et qui doit encore les traiter. La remontée de ce type de données est un vrai sujet pour les sociétés. Il y a un sujet aussi que j'aimerais partager avec vous, c'est la question du scope 3. Donc, on a le scope 1, les émissions directes, le scope 2, l'énergie, et le scope 3, donc ce qui vient des fournisseurs et des clients. Et souvent, quand vous demandez aux entreprises, elles vont vous dire que la plupart des émissions proviennent du scope 3. Ici, un exemple, scope 1, 2, 2%, scope 3, 98%. Là, c'est une entreprise donc, qui a des investissements. On récupère les scopes 1, 2 et 3 de nos investissements institutionnels. Les publications varient beaucoup et dans certains cas, on n'a que le scope 1 et 2. Et sur le scope 3, il y a encore aussi des choses à préciser. Par exemple, dans les assurances, si on assure notre voiture, la partie du scope 3 client qui va compter pour l'assureur, c'est si la voiture a un sinistre. Et par contre, si elle roule 6000 km par an, ça ne touche pas. Donc, dans quelle mesure l'IA va pouvoir aider dans tout ce circuit informationnel. Donc, on voit que la donnée est un levier stratégique, bien au-delà de la CSRD, mais elle est un défi organisationnel.
Donc, les remontées d'informations des filiales, faire le bilan carbone, le problème des données non structurées, le problème des langues, des référentiels communs. Donc, un vrai enjeu, mais qu'on voit sur toute l'IA autour de la donnée. Mais ici, pour l'IA et la RSE, c'est un enjeu extrêmement important. Mais il y a aussi d'autres aspects encore, des questions et des conditions nécessaires, puisqu'il y a le concilier performance économique et ESG. Bien sûr, ça va au-delà de l'IA, mais cette arrivée de l'IA vient encore une fois faire ressortir ça. Les entreprises sont là pour générer du profit. Comment l'efficience rejoint le profit de l'ESG? Mais on voit que c'est en train d'être intégré. Donc, dans le plan stratégique 2024-2026, l'IA et la durabilité sont deux axes vus comme facteurs de changement. Donc, espérons qu'on va pouvoir les intégrer et tirer de l'IA et de la durabilité plein d'innovations vertes pour ces sociétés. Après, il y a aussi la mise en œuvre et les conditions. Il y a beaucoup de fresques du climat, fresques marketing, et après, ce sont des sujets qui demandent du temps, un équilibre entre innovation et souveraineté. Et on sait que l'IA est en train de pousser les sociétés à aller très vite. Donc, concilier ces deux temporalités. En termes d'infrastructure, jusqu'où il faut qu'on soit hébergé. Là, le sujet est intéressant parce qu'on parle du cloud. Et le cloud, il y a eu un moment récemment dans le rapport Green AI, vous voyez beaucoup de sociétés qui étaient en train de migrer vers AWS et d'autres. Et aujourd'hui, il n'y a plus pas que la question du coût, il y a évidemment la question de la souveraineté pour l'hébergement des données, il y a la question de l'empreinte environnementale dont on entend beaucoup. Donc, on voit que ce sont des sujets qui demandent aujourd'hui à être abordés et que ce sont des sujets que la RSE se pose. Là, j'ai mis ça parce que j'ai trouvé intéressant quelqu'un qui m'a dit, pour en tirer parti, il est indispensable d'impliquer toutes les parties prenantes, de renforcer la fiabilité des données, de développer des référentiels communs et de favoriser leur partage entre entités. L'IA peut devenir un levier clé pour intégrer la RSE de manière durable et stratégique. Et ça fait très plaisir parce que vraiment, beaucoup de ces acteurs en sont convaincus et il reste la question des conditions pour que cela se fasse. Mais face à ça, on voit une fois de plus, c'est pas que l'IA et la RSE, mais on voit une fois de plus que la RSE est un métier de paradoxe. Notre enjeu, c'est plus de trafic, on installe plus de capacités. Donc voilà, le vert, on ne le voit pas vraiment. Pression des jeunes sur la protection de l'environnement et en même temps, ils veulent des outils. On veut du frugal, mais si c'est moins cher, s'il y a moins de calculs. L'IA donne là c'est donc quelqu'un qui raconte un peu ce qu'on pense d'eux, l'IA donne des injonctions à aller vite. Si mes amis RSE me disent quelque chose, ce n'est pas moi qui vais m'arrêter. Et là, une fois de plus, on voit que les choses commencent à bouger. On se confronte au mur du business, mais c'est en train de pivoter. Et on voit que la RSE, elle est sur quelque chose qui ne devrait pas être un triptyque illusionniste, mais dans la réalité peut le devenir. Parce que on a les pièges des mots. Les entreprises ont besoin de communiquer. Mais la RSE, elle demande aussi à dépasser la communication. L'aspect des relations. On est tout ce qui va concerner la planète, et la CRCRD nous pose aussi cette question, c'est le besoin d'avoir un regard systémique, donc le lien entre les différentes choses. Et la question des temporalités, donc le besoin de dépasser le court terme. Et face à ces triptyques, il y a un sujet qui a été un sujet, d'ailleurs, qui même entre nous partenaires, a posé question. Et c'est le IA responsable et numérique responsable. Quand on commence à parler d'IA responsable, tout le monde va penser au biais, à l'explicabilité, à l'équité et bien entendu à l'empreinte environnementale, à plein de choses. Et là, on voit que mon petit personnage, il est déjà bien chargé, on pourrait le charger encore. Donc, on pense tout de suite à tous ces aspects.
Et après, quand on passe à l'action, on se dit tout ça, ah, finalement, c'est de l'éthique, parce que c'est des risques aussi à traiter. Du coup, ça va dans la conformité, du coup, ça va dans le juridique et ça échappe d'une certaine façon à la RSE. Vous vous souvenez de tout à l'heure quand je présentais l'IA a besoin de la RSE. Ensuite, on dit IA, c'est du numérique. Donc, du coup, IA responsable, c'est du numérique responsable. On voit différentes approches. Mais là, et cette slide, elle est volontairement en noir et blanc et volontairement un peu chargée. On voit des approches inspirées des pratiques du numérique responsable, que je vais appeler as usual, puisque les entreprises vont dire toute la même chose quand elles parlent de ce numérique responsable-là. L'IA responsable est embarquée avec l'IT responsable, le social, l'environnement. On a un numérique responsable, mesure de l'impact environnemental, référentiel général des conceptions, etc. Et cette phrase, moi, personnellement, en plus, elle me surprend, même s'il n'y avait pas d'IA, parce que pour moi, je ne vois pas comment on peut dire qu'on a un numérique responsable, puisque le numérique n'arrête pas de progresser. Comment on peut garantir? C'est comme si je disais, je suis responsable, moi, en tant qu'adulte, dans l'absolu. Après, on a d'autres qui sont encore en quête de méthodologie de mesure. On a mis l'IA avec le numérique responsable, mais les enjeux ne sont pas les mêmes. IA responsable, on est au début de l'histoire. IA responsable, ce sont des sujets non encore fléchés vers une direction. L'impact de l'IA peut être un accélérateur du numérique responsable. Donc on voit encore cette dialectique, toutes ces questions qui se posent et quelque chose qui est en chemin et on prendrait beaucoup de risques sur l'IA si on se disait l'IA responsable, je la mets avec le numérique responsable as usual et en plus j'ai un numérique responsable. Je pense que c'est une zone qui peut être une zone de beaucoup de risques. Je vais vous partager ici une vidéo de Fabrice Bonifay qui s'excuse. Il devait être avec nous, il a eu un empêchement et je vais vous la partager sur ce sujet. Alors pourquoi utiliser la RSE pour développer l'IA? Parce que dans la RSE, il y a tous les tenants et aboutissants pour développer des applications IA plus responsables. Alors pourquoi il faut développer des applications IA plus responsables? Parce que l'IA est une merveilleuse technologie, mais qui a énormément d'impacts significatifs environnementaux et sociaux qui peuvent être délétères si on a un usage irraisonné de cette approche. Alors pourquoi? Parce que vous savez que ça consomme énormément d'énergie, et cette énergie, bien sûr, il faut la produire, et ça consomme aussi des matières premières, ça consomme de l'eau. Donc déjà, la première question qu'il faut se poser, c'est l'IA que je vais utiliser pour un usage donné, est-ce que c'est vraiment utile? Ça, c'est vraiment la première question. Rien n'est moins efficient que de vouloir rendre plus vert, plus green, plus RSE, une IA qui ne devrait pas exister. Quand on a répondu à cette question existentielle, il faut aussi penser à un autre problème qui est l'effet rebond. Si vous optimisez un processus, une solution avec de l'IA, vous allez forcément consommer moins de ressources parce que ça sert à ça, vous allez être plus efficient, vous allez être plus rapide. Et toutes ces ressources que vous allez économiser, si vous les réaffectez à autre chose, parce que vous allez gagner d'un côté, vous allez le perdre de l'autre. Donc l'effet rebond, c'est vraiment quelque chose qu'il faut pouvoir apprécier et c'est pas facile à appréhender. Lorsqu'on a un nouvel outil, souvent on ne pense pas à cet effet rebond, on pense aux gains immédiats, mais on ne pense pas aux effets collatéraux. Et après, bon, quelles sont les cases à cocher pour avoir une IA responsable? Au-delà de sa raison d'être, au-delà de son utilité, c'est comment elle est développée. Il y a des algorithmes qui sont plus ou moins propres, il y a des hébergeurs qui sont plus ou moins propres, il y a des façons d'entretenir et de maintenir les systèmes qui sont plus ou moins fonctionnels. Donc il y a beaucoup de cases à cocher et on ne pourra pas y arriver sans référentiel. Donc on appelle, bien sûr, nous les professionnels RSE, que comme pour les véhicules avec les ACV, comme pour les produits, on puisse développer un référentiel de développement d'IA responsable qui puisse être opposable, qui puisse même faire l'objet d'audits tierce partie pour les vérifier que les spécifications ont bien été respectées. Et donc il faut que ça devienne, en fait, à l'instar d'autres développements, quelque chose qui soit normé et qui puisse produire des KPI de durabilité, c'est-à-dire en termes de consommation, d'efficience, mais aussi pour lutter contre les effets rebonds dont je vous parlais tout à l'heure.
Voilà, donc on voit un point de vue sur ce sujet. Donc, qu'est-ce qu'on peut nous recommander? Donc, un nouveau contrat pour l'IA durable. Évidemment, les données, les algorithmes, les infrastructures durables. C'est le socle qui sera très important. Et là, évidemment, la technologie a une place importante. La CSRD, une opportunité qui peut être prise comme un levier stratégique. Les usages durables, Fabrice vient d'en parler, et des usages aussi sûrs pour que, dans le sens de la safety en anglais. La RSE en amont, conceptrice, on va y revenir parce que ça c'est un élément qui est très important. Et bien entendu, la stratégie et la gouvernance. Parce que c'est celle-là qui va faire, et si on parle de systémique, on peut donner différents éléments, mais en fonction de l'organisation dans laquelle ils vont se poser, les interactions ne seront pas les mêmes et l'organisation ne cherche pas forcément à aller au même endroit parce qu'elle a des enjeux qui lui sont propres, des conditions qui lui sont propres et du coup les impacts qui en seront un peu des conséquences et ce qu'elle désirera et ce qu'elle veut, dont elle veut se préserver. Donc, 3 leviers pour réussir cette intégration. Donc, bien sûr, la gouvernance technologique, donc aligner IA et RSE dès la conception pour des projets durables, des partenariats stratégiques, parce qu'une société ne pourra pas y arriver. Et créer des alliances pour des innovations partagées. Là, par exemple, actuellement, on parle beaucoup des SLM, des petits modèles de langage, par exemple, des sociétés qui peuvent se mettre ensemble pour créer ces modèles, pour piloter des choses ensemble, pour développer des outils systémiques ensemble. Et au niveau de tout cela, que ce soit au niveau de la société, de l'organisation ou interorganisation, mobiliser cette intelligence collective, mobiliser toutes ces capacités et pour pouvoir sortir de cette domination qui fait que finalement on ne tire pas parti de tout ce qu'on peut utiliser. Donc renforcer l'intégration IA et RSE dans les roadmaps stratégiques, co-créer des solutions alignées sur des valeurs ESG, et partager les apprentissages et les bonnes pratiques. Je pense que les collectifs et après la gouvernance, la créativité, l'audace ont beaucoup à nous apporter ici. Et au niveau des collectifs, tout à l'heure, Hugues et Pierre nous donneront des exemples d'activités différentes, mais qui sont toutes intéressantes par rapport à des actions collectives. Donc, 3 terrains de jeu. Piloter l'impact environnemental, là, Fabrice en a parlé, je ne vais pas passer beaucoup de temps parce que c'est quelque chose dont on parle beaucoup. Moi-même, j'étais copilote, et Pierre aussi d'ailleurs, de l'AFNOR-SPEC IA Frugal. Donc là, c'est un sujet qui aujourd'hui est bien abordé. Transformer la CSRD en levier stratégique, on en a aussi parlé, donc ce qui va permettre l'alignement réglementaire et stratégique, et faire émerger une RSE conceptrice et proactive, donc pour des transformations et innovations durables et des collaborations multimétiers. J'ai parlé tout à l'heure des collectifs, donc intra- et inter-organisation. Donc l'innovation qui, du coup, est orientée par la durabilité et la co-création de solutions durables. Je vais juste passer un tout petit peu sur la question de la RSE conceptrice, donc réinventer l'innovation avec la RSE conceptrice. C'est pas moi qui suis à l'origine de ce nom RSE conceptrice, mais je sais pas d'où il vient. Donc, je ne sais pas vous dire. Donc, ce que c'est un partenaire stratégique orientant les entreprises vers des modèles résilients et durables. Et pour cela, il faut donc un changement culturel et organisationnel profond, permettant donc d'intégrer durabilité et organisation. Alors, la RSE conceptrice, ça peut bien entendu être une affectation à la fonction RSE, mais ça peut être une mission assumée par un rôle collectif
Et donc ça, c'est à l'organisation aussi de définir. J'étais agréablement surprise de voir au moins 2, peut-être 3 sociétés dans lesquelles quelqu'un me dit, c'est le rôle que j'essaye de prendre, comment intégrer la durabilité, comment réinventer les produits. Je suis dans un esprit RSE conceptrice, l'IA offre des enjeux d'innovation. Donc, pour la mettre en place, donc 3 axes clés, une approche systémique, donc par la gouvernance des données, pour pouvoir relier décarbonation et actions concrètes, intégrer l'innovation sociale, l'inclusion et l'éthique des usages, la vision à court et moyen terme, pouvoir mesurer l'impact de façon nette et ambitieuse. Donc là, tout à l'heure, je parlais de coopération. Les entreprises peuvent aussi se mettre ensemble pour développer des outils systémiques. Aujourd'hui, au niveau des cycles de vie informationnels, encore ce matin, j'étais dans un groupe de travail européen sur le passeport digital. On a encore beaucoup à faire. Donc, c'est des actions qui sont utiles, nécessaires et pour lesquelles donc une RSE conceptrice peut contribuer et contribuer à cet équilibre performance ESG, performance économique. Donc, une influence active, donc lui donner vraiment un pouvoir pour la transformer dans un levier d'innovation durable et qui vont aider au développement de business models durables avec un marketing responsable. On parle beaucoup, en ce moment de business model générateur. Voilà, on est dans cet esprit. Donc là, j'ai pris une chaîne de valeur classique et on voit que la RSE conceptrice, elle va infuser toute la chaîne de valeur. Donc, en conclusion, RSE et IA, donc réinventer l'innovation durable, donc prôner une approche systémique, dès la conception associée IA et RSE avec créativité et collaboration active, dès la conception, positionner la RSE comme un partenaire stratégique. Et repenser l'innovation, donc au-delà de la productivité, transformer l'IA en moteur d'innovation durable et au-delà des majors technologiques, réorienter l'IA vers des modèles profitables et durables. Donc, ensemble, donnons du sens à l'innovation avec l'IA et la RSE. Merci à vous pour votre attention. Merci à tous nos partenaires. Donc, là, on va passer maintenant à... Pardon. On va passer maintenant à, je ne sais pas, Pierre ou Hugues. Alors, bon, merci de ta présentation, tout à fait stimulante. Alors, je ne sais pas trop ce, ce que tu attends de moi, mais ce que je peux peut-être raconter en 5 minutes, c'est voilà, la Belgique est un pays un peu particulier, donc je n'ai pas présenté de slides, donc ça me permettra d'aller encore plus vite à l'essentiel. Et il y a simplement, je vais vous parler d'une initiative qui s'appelle FARI, dont je suis à l'origine et qui a été créée il y a maintenant 6-7 ans à Bruxelles. Donc, ça ne touche que la ville de Bruxelles. Et FARI est un institut dont le sous-intitulé, c'est l'IA pour les biens communs, AI for the Public Goods. Et en fait, il est né à Montréal il y a 6-7 ans, puisque j'avais été invité par le MILA pour discuter sur ils étaient à l'origine en train de réaliser le manifeste pour l'IA éthique, l'IA responsable, l'IA humaine, etc. Et donc, lors de l'écriture de ce manifeste, qui était le premier, et puis il y en a eu toute une série, j'avais été un peu troublé par les buzzwords qu'on n'arrête pas d'entendre. Il y a transparente, il y a inclusive, il y a non genrée, il y a non biaisée. Enfin bon, soit vous les avez entendus tous comme moi. Et ce dont je m'étais rendu compte, c'est que si on voulait vraiment développer l'IA pour les biens communs, c'est-à-dire pour nous, pour les citoyens, en fait, chaque application particulière allait peut-être redéfinir ses termes et que c'était sans doute mieux de travailler en bottom-up qu'en top-down. Et donc de commencer à développer vraiment des applications très pratiques à une échelle très locale, parce que je pense que c'est plus facile à réaliser à une échelle très locale. Et comme la Belgique est un pays assez fracturé, j'avais pris le choix de le réaliser sur Bruxelles, parce qu'en plus à Bruxelles, comme vous savez, il y a la Commission européenne.
Et donc, c'était assez facile de solliciter des financements de la Commission européenne pour réaliser ces applications. Tant plus que Ursula von der Leyen avait mis en avant non seulement le Green Deal, mais aussi l'IA lors de sa première présidence. Et donc, tout ça a été pré-Covid. Hein, et puis, il y a eu une accélération avec le Covid, puisque bon, ça a un peu tout bloqué, mais en même temps, il y a eu beaucoup de financement, comme vous savez, pour les plans de relance. Et nous avons pu bénéficier d'un gros financement de la Commission européenne pour créer FARI. Alors, c'est cet institut dont je suis plus ou moins à l'origine. Alors, pour vous le dire en 2 mots et pour vous dire 2 ou 3 applications qu'on fait, pour vous donner un peu l'esprit de cet institut. Donc, c'est un institut académique qui réunit principalement les 2 universités plus importantes de Bruxelles, qui sont l'ULB et la VUB. Donc, c'est un institut bilingue, hein, ça c'est une particularité de la Belgique. Et il y a 400 chercheurs. Alors, 400 chercheurs qui ne sont pas tous payés par l'Institut, mais qui proviennent évidemment des 2 universités et qu'ils ont, et ça c'est intéressant pour toi aussi, Anna, puisque tu nous racontais, c'est qu'ils sont extrêmement pluridisciplinaires, c'est-à-dire qu'il y a des philosophes, des sociologues, des économistes, des informaticiens, des juristes. Donc, il y a un peu de toutes sortes et ils s'impliquent dans tous les projets devant aboutir à du développement, vraiment du développement d'IA. Alors, il y a eu une occasion, le Covid nous a fourni l'occasion de faire un premier développement qui était d'organiser la campagne de vaccination à Bruxelles, puisqu'on a développé un premier outil d'IA pour optimiser la campagne de vaccination, qui, comme vous savez, est un problème complexe. Hein, tu as souvent parlé de complexe systémique, etc. De fait, la vaccination est un problème complexe. Alors, il y a 2 aspects qui sont très importants dans l'Institut. C'est d'abord de développer des techniques efficientes qui peuvent gérer la complexité des problèmes qu'on affronte, mais aussi avec une participation démocratique. C'est-à-dire que ce que l'on veut, c'est que les citoyens qui seront assujettis à ces logiciels, à ces algorithmes, sachent exactement à quelle sauce ils vont être mangés. Et donc, en fait, on veut non seulement une transparence, mais une transparence d'autant plus boostée qu'on va leur demander de participer, plus ou moins. Donc, on essaie de faire des comités citoyens, ce qu'on appelle du city coding. Et ça ressemble beaucoup à ce qu'en France, vous appelez les communs numériques. Donc, de faire participer les citoyens d'une certaine manière, presque à l'écriture du code. Alors, pour la vaccination, on avait regroupé quelques citoyens, on leur avait un peu expliqué comment on allait optimiser la répartition des vaccins. On allait faire du data mining aussi, c'est-à-dire de la prédiction du succès de vaccins dans certains quartiers, parce que certains quartiers étaient plus réticents que d'autres. Ça ne servait à rien d'aller distribuer des doses dans des quartiers où il y avait une vraie réticence, etc. Donc, on faisait de l'optimisation, mais les gens étaient relativement, je dirais, convaincus parce qu'ils étaient informés sur la manière dont on allait faire ça. Donc, la vaccination a été une première étape. Donc, l'Institut s'est petit à petit créé. Ursula von der Leyen, qui se faisait vacciner à Bruxelles, était une des premières, si tu veux, utilisatrices. Donc, elle était relativement convaincue. Donc, ça a facilité. Bon, le Covid, non seulement nous a fourni l'argent pour le plan de relance, mais nous a permis de faire un premier use case dans l'esprit de FARI. Alors, 2 autres use cases, et puis j'arrêterai là, sur lesquels on travaille beaucoup. Tu as parlé beaucoup de transition et d'IA durable. Moi, je crois que, de fait, l'IA peut apporter des solutions extrêmement importantes pour la transition énergétique. Et on travaille beaucoup à Bruxelles pour l'instant sur ce qu'on appelle les communautés d'énergie. Alors, les communautés d'énergie, c'est très intéressant parce que d'abord, c'est des petits groupes de citoyens qui décident de partager leur énergie qui est produite par certains de ces citoyens. Et il faut qu'ils se mettent d'accord sur un tas de choses. Il faut qu'ils se mettent d'accord sur la répartition de l'énergie, mais ça peut aller très loin. Donc, on peut faire vraiment du fine grain parce qu'ils peuvent se mettre d'accord aussi sur est-ce qu'ils vont automatiser, par exemple, la recharge de leur véhicule ou le démarrage de leur machine à laver. Tout ça peut s'automatiser. Hein. Donc, on peut mettre ça dans un algorithme. Hein. Si, par exemple, quelqu'un produit beaucoup d'énergie à un certain moment, c'est vraiment le moment où il faut le maximum consommer l'énergie. Donc, c'est au moment où les machines devraient démarrer, etc. Donc, tout ça, on peut mettre dans un algorithme. Mais de nouveau, cet algorithme d'IA, c'est de l'IA parce qu'il y a de la prédiction, il y a de l'optimisation, donc ce n'est pas l'IA des LLM, hein, c'est une IA plus classique, mais je pense qu'on peut faire beaucoup de choses pour les citoyens sans recourir aux LLM, hein, avec des algorithmes d'optimisation, des algorithmes de prédiction de données, donc d'analyse de données. Et on est en train d'implémenter ça. Alors, c'est compliqué parce que, mais ça, vous avez la même chose en France, parce que j'ai quand même beaucoup de relations avec l'écosystème français. Il faut réussir à convaincre les administrations publiques d'implémenter ces outils. Parfois, ça passe aussi par des organismes un peu supranationaux, comme bon, les distributeurs d'électricité, etc. Donc, c'est pas si simple. Donc, ça prend beaucoup de temps, beaucoup de diplomatie, de convaincre les administrations qui sont généralement réticentes, conservatrices, ne sont pas toujours très compétentes en informatique. Donc, voilà, il faut faire des efforts de négociation et de diplomatie.
Mais bon, sur les communautés d'énergie, on commence à avoir pas mal de succès. Et le troisième, c'est la mobilité durable. Et donc, c'est par exemple tout ce qui est voiture partagée et transport intermodaux. Donc, on met en place des solutions. Ben, la voiture partagée, c'est intéressant aussi parce que, bon, par exemple, on a fait des solutions algorithmiques de voiture partagée pour se rendre à l'université, puisque comme c'est un institut universitaire. Et là aussi, il y a de la prédiction, il y a de l'optimisation et on fait aussi de la participation citoyenne. En l'occurrence, ici, ce sont les deux universités qui travaillent ensemble pour mettre en place une solution qui permet aux étudiants de venir ensemble pour l'heure de démarrage de cours, etc. Donc, ce qui est très important dans Fari, c'est qu'on veut développer du logiciel, on veut que ça tourne. On veut vraiment que les citoyens utilisent nos logiciels, que ça ne soit pas des propos en l'air. C'est ce que je reprochais un peu à ces manifestes qui me semblaient un peu parfois. Et deuxièmement, il faut de la participation citoyenne parce que je pense qu'on ne peut pas faire aujourd'hui, on ne peut pas livrer les citoyens à des algorithmes dits d'IA s'ils ne sont pas parfaitement informés, convaincus de leur utilité, quitte à éventuellement les réécrire s'il faut, si ça ne marche pas, etc. Donc, de recourir à une démarche très agile, mais dans laquelle les premiers concernés sont les citoyens. Donc ça demande de former des comités, de les éduquer, de les faire participer. Mais quand ils sont directement concernés par le produit final, comme le partage d'énergie, comme la vaccination ou comme la mobilité partagée, ça marche plutôt pas mal. Il faut là aussi faire des efforts de négociation. Voilà, ça c'est l'expérience de Fari. Et je crois qu'il y a beaucoup de connexions avec ce que tu as raconté, mais c'est moins les entreprises que les citoyens et les biens publics. Merci Hugues. Mais c'était l'idée justement que tu nous partages l'expérience de Fari pour montrer comment on peut créer des alliances et créer du lien qui du coup, les entreprises, elles peuvent vraiment s'inspirer de ce type d'expérience pour créer des alliances, un peu comme dans l'automobile, elles créent des alliances ou autres pour des réponses à ces défis et à une IA plus durable. Je mets le lien de Fari dans le chat. Merci beaucoup Hugues. Pierre qui va peut-être nous parler de quelque chose de différent, le Hub Francia, qui est aussi un collectif. Et je te laisse Pierre. Bonsoir tout le monde, donc moi je me présente Pierre, effectivement directeur de programme du Hub Francia. Je vais essayer de tenir en 5 minutes. J'ai fait quelques slides pour vous illustrer un petit peu les travaux qu'on porte et vous allez voir la connexion que je vais faire avec la RSE. Donc le Hub Francia, en quelques mots, on est une association de loi 1901 basée en France qui représente l'écosystème national IA, parce qu'il y en a d'autres qui représentent l'écosystème numérique. Nous, on est vraiment focalisé sur l'IA. On a été créé en 2017 et on a pour vocation et pour mission de soutenir le développement d'une IA éthique, responsable et souveraine. Et quand on dit souveraine, c'est France et Europe. On a un peu plus de 250 membres qui adhèrent à l'association. Donc les membres, ça peut être des startups en IA, forcément, des PME, des outils, des grands groupes. On a aussi des institutionnels, des écoles, des laboratoires, des universités. Et donc, ça représente un gros écosystème où on peut mettre toutes ces expertises complémentaires et ces ressources en commun pour faire des travaux. Alors, on a plusieurs groupes de travail, mais on a une douzaine d'actifs. Je ne les ai pas tous cités ici. J'essaye de faire des ponts avec le sujet IA et RSE. Et je vais essayer aussi de ne pas faire de redite par rapport à ce qui a été dit précédemment pour plutôt apporter des compléments. Donc forcément, on a beaucoup parlé d'empreinte environnementale, de décarboner jusqu'ici dans ce webinaire. Comme l'indiquait aussi Anna et moi, avec d'autres, on a fait partie des copilotes pour produire le référentiel général pour l'IA Frugale, où on parle notamment de l'analyse de cycle de vie, donc ce qui a été indiqué par la deuxième personne qui a pu intervenir. Dans ce groupe de travail environnement, on regarde aussi une boîte à outils Frugale. Donc c'est, j'aimais bien aimer aussi ce qui a été dit dans une intervention précédente, le meilleur système d'IA Frugale, c'était celui qu'on ne développe pas. Et donc, la question à se poser en amont de dire est-ce que c'est vraiment utile? Est-ce que l'IA est la solution pour mon besoin? Ou est-ce que ça peut être une solution plutôt IT ou une solution classique, pas forcément technique? Et on regarde aussi les cas d'usage IA et transition écologique. Donc là, sur la partie, que ce soit pour les collectivités, mais aussi pour les entreprises, l'IA peut aussi être utilisée dans différents panels sur la transition écologique, que ce soit comme on l'indiquait pour décarboner les activités, mais ça peut être aussi pour réduire le gaspillage de ressources de matières premières, si on parle plutôt d'industrie ou même à l'échelle d'une grande entreprise.
On a aussi un projet de cartographie, c'est plus qu'un projet, mais chaque année, on publie une cartographie des startups en IA dans différents secteurs. La nouveauté pour cette année, ça va être un volet de transition écologique avec un comité d'experts qui sélectionne ces startups. Et dans le comité d'experts spécifique sur le volet de transition écologique, on fait encore parler du collectif parce qu'on va avoir notamment les collabs, donc le ministère de la Transition écologique, l'ADEME, The Shift Project, les interconnectés qui font par exemple partie de ce comité d'experts. Sur le groupe de travail IA générative, on a beaucoup parlé de l'IA générative, notamment c'est très tendance avec les actualités de cette semaine, comme tu l'as indiqué, Anna. Mais du coup, si on parle de RSE, il y a plein de sujets, il n'y a pas que la partie environnementale, il y a plein de sujets quand on a aussi des enjeux économiques et notamment sociétaux. Eh bien, les risques portés par l'IA générative, c'est très important. Donc là, il y a 2 livrables qui ont été faits qui porte sur les risques de l'IA générative et sur comment choisir un modèle d'IA générative. Je voyais qu'il y avait des questions tout à l'heure dans les Q&R, donc il y a déjà, je pense, une partie des réponses dans ce livrable. Et une des craintes et une des risques avec l'essor de l'IA générative qui se démocratise partout, avec la course aux grands modèles, toujours plus de données d'entraînement, eh bien, c'est la diminution de la qualité des données. Parce que les données sont principalement, pas pour tous les grands modèles, mais pour une bonne partie des grands modèles sont scrappés, donc sont issus de la source web. Et donc dans la source web, on commence à retrouver des données générées par des IA génératives. Au-delà de celles des humains. Et donc, ça veut dire qu'il y a une proportion grandissante de données dans les jeux d'entraînement des modèles de langage qui se retrouvent être des données artificielles. Et donc ça va avoir un impact sur la qualité des données. On a aussi sur la partie RSE, la partie éthique, les enjeux de représentativité, justement, pour essayer de limiter les biais. Mais il y a aussi, si on peut parler d'éthique, mais également de réglementaire, le non-respect de la propriété intellectuelle pour constituer les très grands jeux de données, notamment les fournisseurs de grands modèles américains comme OpenAI, ne se sont pas trop préoccupés du droit d'auteur. Ils se sont dit, on scrape, on fournit les jeux de données et on sait probablement qu'il y aura des procès derrière, mais on gère dans un second temps. Et aussi l'utilisation de données sensibles. Et après, sur d'autres travaux qu'on a fait, les hallucinations, ça fait partie des risques, en tout cas des défis principaux qui sont remontés par les entreprises, plutôt TPE, PME d'ailleurs, mais c'est vrai aussi pour les ETI, dans l'adoption de l'IA générative, parce que en fait, les hallucinations sur des résultats erronés ou voire des résultats non précis, ça peut aussi avoir un impact auprès des collaborateurs, auprès des clients et auprès des parties prenantes externes. Donc, sujet aussi sur lesquels les entreprises sont très vigilantes. On a 2 autres groupes de travail que je vais citer ici, puis je m'arrêterai pour tenir les 5 minutes. Le groupe de travail cybersécurité, forcément, on a une responsabilité en tant qu'entreprise, même utilisatrice de solutions IA, encore plus quand on est une entreprise qui développons ou qui intégrons des solutions d'IA. Donc pour ce groupe de travail, il y a 2 livrables en cours. Un qui va mettre en avant les bonnes pratiques pour développer une IA sécurisée avec la Security by Design. Et un deuxième qui est plutôt sur l'autre côté, c'est une fois qu'on a eu l'attaque, comment analyser les attaques, les types d'attaques et les défenses sur le système d'IA, parce que l'IA et sa démocratisation augmentent aussi la surface d'attaque. Je prends un exemple très rapide, mais le fait d'avoir des données d'entraînement et d'entraîner les modèles sur le cloud, parce que je n'ai pas forcément la puissance de calcul en interne sur mon système d'information, je peux exposer des données d'entreprise sur le cloud qui sont dans l'entraînement, qui sont censées être protégées, mais si le cloud, mon espace sur le cloud se fait hacker, mes données d'entreprise vont se retrouver dans la nature, ce qui n'était pas forcément le cas sur le développement logiciel classique. On a aussi les attaques boostées à l'IA. Les deepfakes sont de plus en plus perfectionnés, notamment pour faire du phishing, mais c'est aussi la voix, l'audio et la vidéo, et les nouveaux risques aussi engendrés par l'IA, comme je viens de l'expliquer. Et enfin, on a le groupe de travail qui s'appelle Boussole à l'AI Act. Tout le monde sait que l'AI Act arrive. Par contre, peu savent exactement dans quel ordre, quel est le niveau d'application, de mise en vigueur. Voilà, il faut décortiquer tout ça avec le timing correspondant. Et sachez que dans le règlement de l'IA, il y a notamment des codes de bonne pratique. Et dans les codes de bonne pratique, il y a la nécessité pour les fournisseurs de modèles d'IA généralistes, la nécessité d'évaluer et de minimiser l'impact de leur SIA. Voilà pour le petit tour d'horizon. Merci beaucoup, Pierre. Écoutez, je vous propose de passer aux questions. Là, je vois qu'il y a deux questions.
Pierre, tu as abordé d'ailleurs ça. Comment aborder une démarche RSE quand l'IA générative est l'usage le plus largement utilisé sur des bases de technologies gérées par les US et la Chine? C'est un vrai sujet. D'ailleurs, j'ai parlé de ça en parlant des majors technologiques et je pense personnellement, j'en discutais avec Hugues ce matin d'ailleurs là-dessus, que ce qui vient de se passer avec DeepSeek, donc la société chinoise, j'espère que ça va réveiller l'Europe et que ça va redonner des autorisations aux Européens pour la créativité et l'audace pour aller de l'avant. Parce que sinon, moi je suis née dans une colonie et je me dis qu'on a un esprit un peu de colonisé face à ces technologies en attendant qu'elles viennent d'ailleurs, alors que souvent elles partent d'ici avec beaucoup de chercheurs, Hugues en fait partie, et après elles vont devenir commercialisables et elles nous reviennent imposées et gérées hors d'ici. Donc je pense que là on a un vrai enjeu à ce niveau. Je ne sais pas si Pierre ou Hugues vous voulez ajouter quelque chose. Bah, en tout cas, c'est sûr que sur la vision européenne, la difficulté, c'est d'avoir une réponse coordonnée. Et il y en a d'ailleurs qui jouent un peu sur cette corde sensible. Mais il y a 27 pays de l'Union européenne. Il faut se coordonner sur la réponse enfin, la réponse qu'on peut avoir, que ce soit commerciale, technique ou en termes de positionnement. Je vois dans la deuxième question, il y a l'open source. L'open source peut être un biais différenciant pour l'Union européenne. Et la difficulté, c'est pourquoi j'indique qu'il faut avoir une réponse coordonnée, parce que un seul pays face aux États-Unis, ça risque de faire un peu short en termes de capacité financière, technique, de puissance de calcul. Donc il y a vraiment une réponse européenne consolidée à avoir, mais ça prend du temps parce qu'il y a beaucoup de pays autour de la table, beaucoup d'enjeux, beaucoup d'acteurs différents. Et donc là-dessus, je pense qu'on n'est pas, Ouais. même si on va être réactif, je pense qu'on ne sera pas les plus rapides pour opposer quelque chose. Je ne sais pas, Hugues, on parlait ce matin de sobriété algorithmique, de choses comme ça. Tu as Oui, peut-être moi, une autre histoire. pour l'histoire de la Chine et de DeepSeek, parce que j'ai été beaucoup sollicité par les médias chez nous pour un peu comprendre ce qui se passait et est-ce que c'était une bonne nouvelle pour l'Europe. Alors oui, il y a quelque chose de plutôt pas mal, c'est qu'il y avait une évolution en IA qui était un tout petit peu désastreuse pour les anciens chercheurs en IA dont je fais partie, c'est que de plus en plus, on remplaçait le cognitif par le CPU, si pas le GPU. Donc, ce qui était un peu effrayant dans cette tendance et qui nous mettait un tout petit peu en retrait, les Européens, qui ont plutôt une tendance mathématique, algorithmique, etc., c'est que les Américains semblaient nous dire que ce qu'il fallait maintenant, c'est de la puissance de calcul, des réseaux de neurones avec 100 milliards de paramètres, des millions de GPU et qu'en fait, ça ne servait plus à rien d'essayer de faire des algorithmes sobres avec des complexités réduites, que si on a des milliards de données et des milliards de cycles GPU, voilà, c'est ça l'IA généraliste. Et ce que les Chinois nous montrent, et ça c'est vraiment une très bonne nouvelle, et c'est une bonne nouvelle pour l'Europe, parce que ça ressemble plus à notre tradition européenne, c'est qu'avec quelques bonnes idées algorithmiques que les Chinois ont implémentées dans DeepSeek, donc c'est un peu plus malin, je pense que DeepSeek est plus malin que les transformers originaux, eh bien, on peut réduire quand même considérablement les besoins matériaux et les besoins énergétiques. Et c'est vraiment des idées assez matheuses que les Chinois ont mis là. Donc c'est plutôt une bonne nouvelle pour la Chine par rapport aux États-Unis, parce qu'ils leur ont fait la nique, mais c'est aussi une bonne nouvelle pour l'Europe, parce que ça ressemble plus à une tradition européenne. C'est vrai que les grands inventeurs des réseaux de neurones, il y en a eu beaucoup chez nous, et qui sont malheureusement partis aux États-Unis, des gens comme Yann et tout ça qui sont de ma génération et que je connais très bien. Donc c'est dommage qu'ils soient partis. Alors je rejoins un peu Pierre dans ce qu'il disait, que ce que les Américains ont et ce que les Chinois ont et qui manque un peu en Europe, c'est cette idée que quand les transformers sont nés, c'était un papier, et puis c'est vrai qu'il y a eu OpenAI qui a dit ok, on met les bouchées doubles, on prend $1 milliard, on achète 1 million de GPU, on scrape le web comme l'a dit Pierre, et puis on va voir ce que ça donne. Donc il y a un peu ce côté risqué, empirique, pragmatique, qui fait un peu défaut à la culture des pays européens en général. Et de fait, bon, et ça je l'ai vu toute ma carrière, je l'ai vu, des opportunités qu'on a ratées. Est-ce qu'on va pouvoir retrouver cet esprit un peu conquérant en Europe?
Bon, ça, je parle des startups, hein, tu vois, de ces créations de valeur. Ça, c'est une vraie question. Voilà, je ne suis pas tout à fait optimiste, malheureusement, pour ce qui est de ça. Moi, je parie sur un réveil européen. J'aimerais bien. Après, peut-être pas à 27, c'est justement ça. Je pense que c'est plutôt à 2 ou 3 qu'à 27, mais on verra. Sur l'open source, on a déjà plus ou moins répondu. Moi, pour ma part, je pense que c'est un vrai contributeur, d'autant plus que je suis une grande partisane de l'open source comme une base d'intelligence collective. Et justement, sur l'Europe, ça peut vraiment être un différenciateur, comme tu as dit tout à l'heure, Pierre. Mais encore faut-il qu'on ne se laisse pas après prendre par attention, l'open source, vous n'avez pas mis ceci, vous n'avez pas mis cela, il vaut mieux acheter notre technologie, etc., etc. Mais l'open source en soi ne porte pas toutes les questions portées par la RSE qu'on a abordées dans la présentation. C'est un contributeur. En tout cas, merci beaucoup d'avoir été. Il y avait plus que le double d'inscrits, mais quand même, on a eu une bonne présence. L'Institut G9+ va organiser des masterclass sur l'IA, vraiment des bases de l'IA. Donc, vous suivez et vous pourrez donc les découvrir, et on espère que vous pourrez aussi venir y assister. Le rapport est téléchargeable dès maintenant sur le site du G9. Et écoutez, merci beaucoup, et je vous dis à bientôt pour d'autres sujets sur l'IA, sur la RSE et sur le numérique en général. Et merci beaucoup Pierre, merci beaucoup Hugues et Didier, qui est donc le président du G9, si tu es là Didier. Donc là, merci beaucoup Anna, merci Pierre, merci Hugues, merci Fabrice en distance. Hein. Et puis merci à toutes les entreprises là, qui ont participé à l'exercice, et notamment et nos partenaires, hein, Francia, représenté par Pierre ici aujourd'hui, le CIGREF, le Collège des directeurs de développement durable. Sans qui tout ça serait pas possible. Et je recite, ça a déjà été fait, mais Planète Tech Care, qui est une belle initiative qui est soutenue notamment par l'Institut G9+ et tous ses partenaires. Et je vous incite à aller voir ce qui s'y passe et participer et devenir membre et ambassadeur et signataire, bien sûr. Donc j'ai mis en ligne, et vous avez le lien dans le chat vers la publication. Il y a également le lien vers le questionnaire de satisfaction que nous remercions auquel répondre, parce que ça nous est toujours très utile d'avoir votre avis. S'il vous plaît, pour être au courant de ce qui se passe, nous avons une newsletter. Abonnez-vous à notre newsletter et suivez-nous bien sûr sur LinkedIn. Et nous mettrons d'ici, je pense, début de semaine prochaine, le replay bien propre que vous pouvez déjà consulter a priori dans le chat quand ce sera fini, mais on le mettra bien propre sur notre chaîne YouTube avec les autres conférences qui ont eu lieu par le G9. Donc je vous remercie bien tous et à très bientôt. Merci, à très bientôt.